Anne Melin, directrice du cabinet Anesti, cabinet de conseil et d'audit en matière d'expertise et de valorisation du patrimoine bâti et paysager. Et Aline Maréchaux, maîtrise d'usage. Voilà. On expliquera ce que c'est que la maîtrise d'usage. Et donc, l'antienne de l'agence, c'est restaurer un édifice, ce n'est pas seulement l'entretenir, le repeindre. Le meilleur moyen de conserver un édifice, c'est de lui trouver. Pardon, ça marche pas? Oui. Le meilleur moyen de conserver un édifice, c'est de lui trouver un emploi. Aujourd'hui, rendre vivants les lieux du patrimoine est une nécessité. De tout temps, les lieux de patrimoine ont évolué. Ils se sont adaptés aux usages, aux modes de vie, aux besoins. Ensemble, créons un projet rentable, garant de leur pérennité et des activités économiques cohérentes entre elles. Alors, vous avez à votre actif un certain nombre de sites et de demeures dont vous êtes occupé. Il y a du reste des friches industrielles, j'ai vu. Il y a des bâtiments conventuels. Je vois le château de Pange, le domaine de Grosbois, l'église Sainte-Barbe, la Clarté-Dieu à Orsay, prieuré Saint-Christophe à Fleurines dans l'Oise, et puis également le monastère des Augustines, les monastères de Bégard dans les Côtes d'Armor. Également l'abbaye de Saint-Mexan. Voilà. Et donc le titre de votre intervention, c'est Réveiller et développer le potentiel de sites patrimoniaux, bâtis et paysagers. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. Et merci surtout de nous avoir conviés à venir participer à cette journée d'études, donc Anne et moi-même. Je vais rester debout et on va effectivement un petit peu changer d'approche sur cette présentation puisqu'on va parler de méthode, de méthodologie, de démarche. Donc, on va plutôt aborder plusieurs sites parce qu'à chaque fois, ça a été un angle d'approche différent. Et peut-être, monsieur, on va poursuivre la conversation qu'on a entamée là tout à l'heure. Donc, alors, bah oui, mais il faudrait surtout que... Voilà. Non? Donc, effectivement, notre Jean-François Cabestan l'a bien dit, Viollet-le-Duc, le premier, nous a dit, restaurer un édifice n'est pas seulement l'entretenir, le réparer, le repeindre, etc. Le meilleur moyen de le, de le faire revivre, c'est de lui trouver un emploi. Et pour ma part, ben alors, voilà. Donc, on va justement vous présenter un petit peu d'où on vient. Alors, Anesti n'est pas une société. Anesti est une offre qui regroupe deux entreprises. La première, alors vous ne me reconnaissez peut-être pas, j'ai quelques cheveux blancs de plus, Aline Maréchaux, donc je suis architecte et notre société avec mon associé Pascal Colnet, ça s'appelle Univers et Conseil. Pour ma part, donc je suis DPLG, je suis devenue AMO. Avec Pascal, on a monté une société de construction dans l'innovation d'un procédé constructif réversible et on fait maintenant à la fois de l'AMO, enfin de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'œuvre. Et notamment pour sa part à lui sur la filière bois et tout ce qui est construction bois. Et pour ma part, c'est autour du patrimoine et la revitalisation des sites. Et le cabinet AM Ecom, donc vous reconnaissez Anne ici et Claire qui est absente, qui travaille, tu veux en dire deux mots? Je le fais rapidement. Je le fais rapidement. Travaille effectivement sur toute la question des concepts et surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est les modèles économiques. Donc, notre mission, c'est accompagner les propriétaires de sites historiques vacants pour leur redonner des activités, mais des activités économiques viables. Donc, on est en permanence en dialogue, ces deux entités-là et nous quatre. En fait, évidemment, la manière dont on intervient, c'est qu'en fait, on met de l'huile dans les rouages. On peut être appelé ou par des maîtrises d'ouvrage, ou par des architectes, architectes du patrimoine ou ACMH, qui, dans un projet de restauration, tout d'un coup se disent « Damned, là, il y a du projet ». Il y a du projet, ça veut dire qu'il y a des utilisateurs, ça veut dire qu'il y a des parties prenantes, ça veut dire qu'il y a de la réglementation, etc., etc. Et ça, c'est du temps, c'est d'autres compétences, c'est d'autres missions. Et on va voir un projet notamment où ils nous disent au maître d'ouvrage, waouh, là on a besoin d'une petite pause et on a besoin de retravailler le programme et de savoir vraiment où on va. Donc c'est de l'accompagnement stratégique pour de repositionner des programmes en amont. Moi, je peux mettre le micro plus loin sinon. Ou sinon, je peux parler sans. D'accord, pardon. D'accord. Donc en fait, notre métier, c'est de tisser du dialogue entre évidemment l'histoire sur laquelle on va s'appuyer, le site,
Le site, alors, l'histoire, la petite et la grande, ça va dépendre des sites. Le site, ça peut être le bâtiment, le site dans son ensemble, mais ça va être aussi l'état sanitaire, ça va être aussi l'analyse fonctionnelle, la typologie, etc. Le territoire, on l'a vu tout à l'heure dans le projet précédent, c'est effectivement une donnée importante, que ce soit le territoire géographique, géologique, mais aussi quelles activités, quelles entreprises y sont, quelles associations, quelle est l'énergie économique, socio-économique du territoire. Parce que les sites ont toujours noué des relations avec leur territoire, les sites historiques. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que l'histoire nous dit aujourd'hui? Et comment aujourd'hui un site va renouer et va se revitaliser avec, grâce et pour son territoire? Et donc, évidemment, les personnes, c'est-à-dire qu'on remet l'humain au centre. C'est pas seulement le propriétaire, ça va être les utilisateurs, c'est les services de l'État, les institutionnels, les collectivités. C'était dans les projets précédents, que ce soit au château d'Hauteville ou à Villers-Cotterêts, on voit voilà, le nombre de parties prenantes qui est extraordinaire. Et voilà, et c'est comment on fait dialoguer tout ce petit monde. Et surtout pour nous, puisqu'on parle de patrimoine et de modèle économique, c'est réconcilier ce qui se compte, c'est-à-dire l'argent, avec ce qui compte. Et on sait que sur nos sites historiques, l'essentiel est généralement pas financier. Une valeur symbolique énorme, une valeur de dynamisation de territoire. Voilà. Il y a énormément de valeurs dans nos patrimoines. Et à un moment donné, si le seul arbitrage, c'est ce qui se compte, on oublie l'essentiel de ce qui compte. Voilà. Donc on est sur le jeu de mots est moyen, mais on est sur cette idée-là. Donc, la démarche, vous avez compris, les diagnostics, pléthore de diagnostics en fonction des moyens, en fonction de l'importance des projets. On en a vu un très bon exemple juste dans la présentation précédente et dans les deux autres. Il y a effectivement beaucoup de travail en amont et c'est là où on travaille avec des architectes du patrimoine, avec des historiens, avec des écologues, si c'est ça le sujet, etc. Ça fait un faisceau d'informations qui nous permet après de proposer des scénarios de projet parce qu'on aura rencontré des partenaires sur le territoire, on se sera aligné avec le schéma d'orientation le SCOT ou le PADD ou n'importe, où il y a des projets structurants. Comment les projets structurants vont venir, on en parlait aussi tout à l'heure, monsieur, les projets structurants peuvent venir revitaliser un site ou le projet du site va revitaliser un territoire. Donc, on a plusieurs scénarios stratégiques et aussi fonctionnels et donc économiques, ce qui permet d'avoir des arbitrages. Donc, on a un autre faisceau qui donne lieu à des faisabilités. Et en fait, la plupart de nos missions, on conduit le client jusqu'au schéma directeur. Le schéma directeur, c'est la feuille de route et c'est le document qui, à un moment donné, se dit aujourd'hui, c'est ça le projet. Parce qu'on a un programme, des partenaires, des faisabilités et des scénarios quantifiés, calibrés financièrement. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement à la décision. Hein. Je ne vous cache pas. Et c'est pour ça que nos confrères architectes laisse botte un peu en touche ce sujet-là. Bon, là, rapidement, c'est pour dire qu'on intervient un petit peu partout en France. En rouge, ce sont les projets qui sont autour de cette carte. Église Sainte-Barbe, vous en parliez, donc église métallique en haut à droite, à Crunes. Château de Pange, on va en parler, toujours dans l'est de la France. Le domaine de Grosbois, qui est en Île-de-France, où là, c'est le centre d'entraînement du trot français. La Clarté-Dieu, qui est un centre spirituel en région parisienne, l'abbaye de Pontigny, qui est une abbaye donc dans Lyon, le plateau de Gergovie. On a aussi travaillé sur toute la question des cités gauloises et de cet oppidum et des autres oppidas. Le château de Meillan, qui était donc un château dans le Berry et un parc extraordinaire. La chapelle Fauché, le château de Gaillon dont on va parler. Les étoiles, c'est les projets que je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail. Et puis deux sites conventuels. Et actuellement, on travaille sur le domaine de Beaurepaire, qui aurait bien convenu avec le sujet des paysages, mais comme c'est en cours, on ne va pas en parler. Voilà, pas tout de suite. J'ai compris qu'il y avait un prisme de qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, on va commencer par un projet qui n'a pas marché, puisque c'est ça le sujet. Monastère des Augustines à Tréguier, propriété du diocèse, parce que ça a été une donation, c'est comme ça qu'on dit, des sœurs Augustines quand elles sont parties. Et là, on a fait beaucoup de travail là-dessus. Très rapidement, on est dans la ville de Tréguier.
on est vraiment au centre. On voit la cathédrale en haut et le cercle rouge qui est vraiment dans la proximité du centre-bourg. Et puis d'autres sites religieux et un état sanitaire absolument catastrophique que vous voyez ici. Et c'est la ville de Tréguier reconnue dans le dispositif Petite Ville de demain. Donc il faut dire que les services de l'État font beaucoup pour revitaliser des friches et des petites villes, et notamment donc en milieu rural. Donc, un site hors du temps, comme vous pouvez le voir sur les photos, la présence de Saint-Yves et des Augustines. Les Augustines, c'est le soin, c'est l'hospice, le premier hospice. Et Saint-Yves, c'est le saint patron des avocats, c'est aussi l'avocat des plus pauvres. Grosso modo, c'est l'esprit du lieu qu'on a retrouvé là. Et la manière dont il s'est retraduit, on a proposé plusieurs scénarios au diocèse. Le premier, c'était un centre médico-social. On a travaillé sur cette faisabilité pendant 1 an ou 2, et c'est l'ARS qui a dit non à la fin, donc l'Agence régionale de santé, pour des raisons... Bon, alors que c'était un centre médico-social, c'était un centre de répit pour les aidants et les aidés. Donc on avait le partenaire économique, on avait la faisabilité technique, on avait beaucoup de choses, et l'ARS, qui à ce moment-là devait soutenir les centres de répit, aidant aider à reculer. Donc on est allé sur un autre scénario, beaucoup plus modeste. Alors attendez, je vais faire le deuxième scénario. Toujours en restant dans l'esprit du lieu, c'était une maison intergénérationnelle. On a revu un petit peu à la baisse le côté social, mais une maison internationale, un espace muséal et une résidence d'artistes, de manière à faire communauté de vie dans ce jardin clos où on a encore des traces, du verger, etc. Il y avait des questions qui se posaient tout à l'heure sur quelle était la commande. La commande, c'était de trouver un projet permettant de conserver le site en adéquation avec les valeurs des Augustines. Donc là, on a surtout travaillé sur le diagnostic de territoire, quels sont les besoins d'activité, évidemment le diagnostic, des opportunités, quelles sont les potentielles opportunités de territoire, potentiels de site, et scénarios de faisabilité. Et en fait, arrivé là, on avait un super document de présentation, on était au moment d'aller chercher les partenaires financiers, et là, le diocèse a pris peur devant le montant des travaux et a dit « on n'y arrivera jamais, même s'il y a des partenaires financiers ». Voilà, c'est un échec un peu amer, parce que ça avait duré quand même quelques années, 4 ans. Un autre monastère où là, la problématique est différente. Elles veulent vendre, elles veulent s'en débarrasser depuis 15 ans, et c'est l'agent immobilier qui nous envoie, congrégation qui veut vendre, et c'est l'agent immobilier qui nous l'envoie en disant « mais je ne peux pas vendre ça, c'est impossible, site trop complexe et site complètement imbriqué, c'est vite ». On est en plein centre de la ville de Bégard, 15 000 habitants, et en fait, le premier hospice a donné lieu à l'hôpital psychiatrique, et donc vous voyez l'ensemble des bâtiments là-haut, tout est complètement imbriqué, les réseaux, les bâtiments, etc. Et la partie à vendre, c'est juste, je vous le montre là, c'est juste ça, ça et ça. Donc là, l'agent immobilier, il a dit, c'est pas possible. Donc là, tout notre... Pardon ? 10 000 m² de plancher. Et stratégiquement, on est vraiment... Voilà, la mairie est là et la place de la ville est là. Extrêmement stratégique. Et congrégation religieuse face à une mairie communiste, zéro dialogue possible. Mais zéro dialogue possible. Et donc là, on a mis de l'huile. On a rencontré la commune, la communauté de communes, la préfecture, etc., etc. Et c'est parce qu'il y a eu ce jeu d'acteurs des élus et qu'on prend le temps de le faire qu'à un moment donné, ça a basculé. Alors, ça n'a pas basculé. Alors oui, là, je vous montre, ici, c'était de montrer tous les endroits de conflit d'usage et voilà, la complexité. Oui, je reprends la commande, aider à vendre le site vacant depuis une dizaine d'années. Donc là, on est à peu près dans la même mission que précédemment, mais avec l'objectif de vendre. Et en fait, ce qu'on a fait, comme c'était aussi une petite ville de demain, on a réussi avec la communauté de communes à faire un atelier de présentation de projet. On a préfiguré un projet. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'émettre des idées, on a fait les surfaces orientées, on a vraiment fait une petite faisabilité. On est allé chercher des partenaires financiers qui ont dit oui, nous on peut faire de l'intergénérationnel, ça nous intéresse, oui, nous on fait de la formation, ok. Et en fait, il s'avère qu'à cet atelier,
Ça a permis de déclencher effectivement l'intérêt de la collectivité. Et je vous donne dans le mille qui est-ce qu'a racheté à la fin? La mairie, enfin la mairie et l'agglo, enfin la communauté d'agglo. Et la préfiguration de projet qu'on avait fait a quasiment été finalement respectée contre toute attente, alors qu'on avait fait ça de manière un peu à la louche, déjà pour susciter l'intérêt. Voilà, et il y a déjà maintenant des activités qui s'y déroulent. Donc on voit bien la manière d'approcher, en fait, on est vraiment sur quelle est la problématique, où est le verrou, où est la difficulté, et là, on creuse. Un autre projet, c'est une question d'héritage. Un héritier qui se dit, oh, c'est moi l'aîné, ça va être mon tour, qu'est-ce que je vais faire? Et là, pareil, des financements de dispositifs Réinventer le patrimoine, on en parlait aussi tout à l'heure, ce qui a permis d'avoir des financements d'ingénierie. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on est intervenu. Pange, alors Pange, c'est pas bien grand. Voilà, Pange. C'est-à-dire que le foncier du château équivaut à un cinquième du village. Avec deux parties, on voit le château et les communs derrière. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. La particularité, donc on a des typologies d'espaces complètement différentes. On a un parc extrêmement grand par rapport à la zone qui est vraiment utilisable. Il y a tout le reste qui va être plutôt de la gestion forestière. Et on a des questions où il y a déjà une école qui a un bail amphithéotique et qui est implantée ici. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui viennent, il y a des familles qui viennent, donc il y a déjà une micro-activité, un truc duquel on peut se saisir pour arriver à changer d'échelle. Et en même temps, c'est un frein parce qu'un bail amphithéotique, ça fait que les propriétaires, ils ne peuvent pas, à un moment donné, se réapproprier l'ensemble du site. Et en fait, le fils aîné qui est un artiste, un comédien, qui a une compagnie de théâtre, a dit, j'abandonne la compagnie de théâtre et je mets toutes mes compétences, et la mienne et celle de ma directrice générale de la compagnie, au service de ce château. Et du coup, là, on les a plutôt accompagnés. Donc, on accompagne les porteurs de projets, en fait, à devenir entrepreneurs. Parce que ce n'est pas parce qu'on est propriétaire d'un site qu'on sait faire émerger un projet dans un site. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, c'est vraiment faut vraiment être entrepreneur. Et ça s'apprend. Mais tous les entrepreneurs ne peuvent pas venir faire leur projet dans un site historique parce qu'il y a des codes, il y a une sensibilité qui est quand même pas pareille. Donc, on accompagne les porteurs de projets à la clarification de leur positionnement, parce qu'ils y allaient un petit peu en disant on va faire ci, on va faire ça. OK, quelle est la vision? Donc là, on fait un peu de travail d'intelligence collective. On a pas mal d'outils et de cordes à notre arc pour arriver à vraiment faire émerger les projets qui sont vivants pour les porteurs de projets. La réalisation du coup d'un schéma directeur, on vous en parlait tout à l'heure, et la consolidation du modèle économique. Et ça a été beaucoup de coaching, c'est-à-dire autant sur la partie archi. J'y allais plutôt en tant qu'experte. Je ne leur ai pas appris à faire des scénarios d'usage et il y a une analyse fonctionnelle de site. Autant sur la partie vraiment comment faire un benchmark, comment bâtir une stratégie, un concept, comment faire un modèle économique, donc un business plan. Ça a été donc Claire, l'associée de Anne, qui a travaillé en coaching. Et notre positionnement, nous, maintenant, commence à changer. Et de consultant expert, on est en train de devenir plutôt accompagnateur. Et on fait grandir on consolide et on fait grandir les projets. Tu as un micro si tu veux intervenir. Et ça, c'est un résultat d'un travail d'atelier avec eux, où il a fallu justement qu'on pose un peu le concept. Ils disent non, le château, en fait, c'est vraiment la culture qui fait le lien entre le territoire et le patrimoine. Voilà, donc tout ça, c'était des croquis qui avaient été faits lors d'un atelier. Et puis, comment, grosso modo, on avait réussi à réorganiser les différents niveaux du château pour pas qu'il y ait de conflit d'usage et pour voir quelle est la place de la famille maintenant. OK, qu'est-ce qui est ouvert au séminaire? D'accord. Comment est-ce qu'il y a un dialogue entre les deux? Est-ce que vous voulez qu'il y ait un espace type familial où les gens se rencontrent, entre la résidence d'artistes, le séminaire d'entreprise, enfin, tous ces usages qu'ils voulaient essayer de marier, s'assurer qu'à un moment donné, ça rentrait. Et on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que le programme rentre dans le bâtiment et comment le bâtiment influence aussi évidemment le programme. Donc toute cette itération-là, ça peut donner lieu à des ateliers avec les clients ou avec qui on travaille, on dessine, on croque et on arrive à leur faire prendre en main leur projet. Et ça, c'est le modèle économique. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un business plan? Qu'est-ce que c'est qu'un benchmark? Qu'est-ce que c'est tout ça? Je laisse souffler un peu et là, on passe à
Un autre projet qui n'a absolument rien à voir, Château de Gaillon, Work in Progress. C'est l'art de tout d'un coup se dire, mince, là, on est parti en travaux, mais il y a plein de bases qu'on n'a pas, et comment on essaie de faire de la programmation en même temps et de la stratégie en même temps que le chantier est en cours. Donc, c'était assez sportif. Donc là, on est dans un contexte où c'est une propriété du ministère de la Culture. Château de Gaillon, vous voyez sur son éperon rocheux là-bas, qui va, au début, une délégation maîtrise d'ouvrage, et après qui va céder le site à l'agglo. Et donc, la présence de la DRAC, qui est à la fois propriétaire et à la fois superviseur service de l'État pour le prochain projet de l'agglo. Donc, c'était un peu sportif. Donc, tout ce monde-là qui est à la fois en train de réfléchir et à la fois en train de porter les casques parce que le chantier est en cours. Donc, là, ici, c'est l'architecte en chef des monuments historiques qui a dit « Olé, on va faire une pause. Où on va? Où est-ce qu'on va ?» Et donc, ce qui était extrêmement intéressant pour nous, c'est qu'on a travaillé main dans la main avec eux. Donc, toute la partie historique, toute la partie... Enfin, voilà, on a vraiment dialogué. Et c'est ensemble qu'on a pu faire le schéma directeur. C'est ensemble qu'on a pu faire des faisabilités à la fois sur du concept et comment le concept se traduit dans le bâtiment, quelles sont les incidences sur le bâtiment, et, voilà, et sachant qu'on est sur un site classé. Et une grande difficulté d'accessibilité, puisqu'on est sur un piton rocheux et qu'on est dans un cul-de-sac, et en plus, toutes les voitures ne peuvent pas accéder. Donc, on parlait de mobilité tout à l'heure. La grande difficulté, c'est que le président de l'agglo voulait faire dans la partie jaune, là en bas, dans ce corps de bâtiment qu'on voit sur la photo là, un séminaire d'entreprise un peu de luxe, c'est-à-dire le truc un peu standing. Il a dit oui, mais on ne peut pas venir en voiture. Ah, ça va être compliqué. Et en fait, toute l'idée, c'est qu'ils avaient à la fois l'ambition d'avoir un projet très écologique, très sobre, etc. C'est-à-dire, effectivement, pas de voiture, de toute façon, on ne peut pas les emmener. Réutilisation, parce qu'il y a le grand... Là où c'est écrit ouverture au public, en fait, c'est un énorme... l'ancien jardin, l'ancien maraîchage de ce château. Ils veulent le remettre en culture, etc. Et que cette culture-là, elle serve aux restaurateurs et autres... Enfin bon, donc une belle ambition. Et en même temps, dire, OK, mais c'est une contrainte. Donc les gens, même luxe, bah, ils vont venir à pied. On est OK avec ça? OK, si vous voulez que le traiteur, il utilise ça, donc ça veut dire qu'il faut des conventions, il faut ceci. On est OK avec ça? Et aller gratter en disant, c'est ça votre ambition? OK, c'est ça les incidences. On est OK avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours être en train d'interroger et d'aller voir si on est OK avec ça, et pas partir sur des fantasmes de waouh, on va faire un truc super, et après de voir que finalement sur le chantier ça passe à l'as parce que ça n'a pas été testé, ça n'a pas été prouvé. Donc là, ben voilà, ça a été en même temps clarifier la vision de l'ensemble du projet. On a un conservatoire de musique, un centre de séminaire, de la visite quotidienne, une buvette restauration, un maraîchage plus bas, une forêt qui demande aussi des visites. Bon, il a fallu remettre tout ça un petit peu en harmonie. Donc, les travaux sont en cours et la maîtrise d'usage vient pour dire, bon, voilà, maintenant, on va essayer de se mettre dans la peau des gens qui vont venir. Est-ce que ça fonctionne bien? Et pour l'anecdote, on avait bien fait le circuit de visite, comment il n'y a pas conflit d'usage quand il y a un séminaire, mais une classe qui arrive, et puis le conservatoire. Bon, ça fonctionnait. Et à un moment donné, on m'appelle en disant, on a fait des travaux, et en fait, on a découvert un égout qui arrive dans le pavillon central où il y avait l'entrée. Et si on faisait l'entrée des visites par là? Voilà, ça c'est les blagues de les travaux sont en cours et on réinterroge la stratégie générale. Donc c'était assez sportif. Et ça leur a permis d'avoir le schéma directeur de l'ensemble et la programmation du centre de séminaire qui au début n'était qu'une volonté de l'élu, mais qui n'était pas calibrée. À part, voilà, c'était juste une idée comme ça à laquelle il a fallu donner corps. Et ça, donc, c'est le résultat du travail avec l'architecte, c'est le phasage sur le schéma directeur, le phasage des travaux, le chiffrage des travaux, et s'assurer qu'à chaque étape, on est en continuité de service, il n'y a pas de conflit d'usage, et ça fonctionne.
et en même temps programmation d'une partie de bâtiment qui n'était pas prévue au début du tout dans le périmètre. Et c'était la seule aile qui, du coup, elle est restée en ruine alors que tout le reste était fait. Au début, c'était hors de question de s'y consacrer. Et puis, en fait, de fil en aiguille, ça a été une évidence. On en avait besoin pour des usages, etc. Donc, ça a été complètement intégré à l'ensemble. Donc là, c'est le résultat d'un travail main dans la main avec le maître d'œuvre. Même si on était en loi MOP, enfin, tout était bien, je vous assure, on n'a pas fait deux. Tu prends le... Donc, on a bientôt fini parce qu'on n'a plus que 2 slides. J'espère que... Vous entendez? Oui. Ah, tu préfères? Attendez. Je reste assise. Donc là, c'est une autre approche, puisque c'est un site industriel, mais qui, dans l'objet de la mission, était de valoriser justement un site de réception assez haut de gamme, très haut de gamme, puisque Charlotte Six, c'est un champagne de très haut niveau, et qu'on voulait justement recentrer sur la personnalité de Charlotte Chic. Vous connaissez bien. Et donc, c'était l'endroit où ils voulaient recevoir leurs clients et éventuellement quelques visiteurs choisis sur le volet, payés sur le volet. Et ils ont la chance d'être sur la colline de Saint-Rémy, tout près des autres. Ils ont les crayères qui suivent celle de Ruinart. Ils ont je ne sais combien de kilomètres de crayères et dans lesquels ils stockent leur champagne. Et que faire? Voilà. Que faire? Il y a des bâtiments. Il y a un bâtiment que vous voyez là, qui est un bâtiment plus récent, des années 30. Et puis un bâtiment industriel carrément, où ils stockent leur champagne. Et un très beau parc. Un très beau parc de 2 hectares en plein centre-ville, enfin sur la colline, à côté des grands pommeries, etc. Et donc, et c'est crayères. Et donc, tout de suite, nous avons dit au propriétaire, la bonne solution, c'est de ne pas faire les choses séparément, mais d'intégrer les crayères, je ne parle pas assez fort, d'intégrer les crayères dans le projet total, de faire un projet totalement holistique. Et donc, voilà. Alors, l'idée, ça a été effectivement de retravailler sur ce lieu-là qui avait été aménagé, je dirais, de manière un petit peu moderniste dans les années 60. Et on en a fait quelque chose, on a demandé à un grand, il voulait avoir un grand décorateur. Et il s'est avéré que c'était Tristan Auer que nous avons pris, qui était à cette époque-là l'architecte du Crillon. Et il voulait vraiment du très, très haut de gamme et qui nous a fait quelque chose de magnifique. Je ne peux pas tout vous montrer, mais voilà. Parce que là, je suis là pour vous parler plutôt du paysage et du jardin. Alors, question, qu'est-ce qu'on fait pour le jardin? On a un décorateur de haut niveau et il faut qu'on ait un jardin de haut niveau. Surtout qu'à l'époque, la présidente voulait éventuellement créer des petits bungalows dans tout le jardin, mais des bungalows de très haut niveau, évidemment, de luxe. On est quand même dans ce domaine de luxe total. Et on s'est aperçu que sur le plan économique, c'était tout de même très lourd. Donc, on a évité cela et on s'est dit, on va faire le jardin secret de Charles Heissig. Et le jardin secret, c'est ce qui entoure le bâtiment que vous avez vu là, qui sera le bâtiment de réception. Et voilà, le jardin secret, on l'a confié en le trouvant, je ne vous cacherai pas, excusez-moi, votre prestation est tellement extraordinaire. C'est quelqu'un qui est un jardinier paysagiste tout de même, à Saint-Malo, et qui s'est présenté. On l'a trouvé sur Internet. Et cet homme est arrivé, a dit, écoutez, moi je ressens des choses. Je ressens des choses sur ce terrain. Est-ce que vous acceptez que je vous fasse un projet autour de justement ce ressentiment, ce sentiment que j'ai? Et il a fait, comme vous le voyez là, c'est son dessin avec pratiquement toutes les fleurs et tous les arbres, etc. Et il a créé il a travaillé à travers des lignes de force qu'il trouvait dans l'énergie de ce lieu.
il a fait ressortir l'énergie du lieu à travers ces lignes dont il a fait des allées, etc. Et puis, à certains endroits, alors moi je disais, mais on pourrait peut-être mettre une fontaine. Ou je sais pas. Ah non, voilà, on ne la met pas là parce qu'il faut un vortex qui crée l'énergie pour que l'eau soit véritablement bienfaisante. Voilà. C'était très, très poussé dans le sens de, je dirais pas de l'écologie, mais ça va même plus loin. Je pense qu'il était un peu druide. Et donc, bon, on se dit, ça va être difficile à faire passer parce que c'est quand même très mystique. Et puis, eh ben, on l'a présenté au président et qui a dit, mais c'est formidable, on y va. Et donc, ça s'est fait. Et voilà. Et donc, c'est un jardin qui a... Comment? On n'a pas de photo du jardin, non. Enfin bon, il est en fonctionnement. Et un jardin, c'est difficile à photographier parce qu'au départ, voilà ce que c'est. Et à l'arrivée, ben, il faut attendre quelques années quand même. Donc là, ça fait 3-4 ans. Donc, je pense que maintenant, il est bien, bien terminé et efficace et opérationnel. Mais à l'époque, on ne savait pas trop où on allait. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous le voyez dans le détail, mais il y a effectivement des points forts et des points faibles. Et dans les points forts, il a mis des éléments plus ou moins, alors que ce soit une petite cabane pour entrer dans les cavernes, etc., dans les crayères. Enfin, tout est entouré de l'esprit du lieu et c'est quelque chose de totalement novateur. Et ça a vraiment plu. Et c'est un pari. Voilà. Alors après, il y a un autre jardin, c'est le château de Meillan. Un château de Meillan, c'est un château qui est le dernier château de la Loire, au sud, dans le Berry, et qui fait partie de la route Jacques-Cœur. Donc, qui est une route qui va pratiquement, qui va de Bourges, enfin qui va, oui, de Bourges jusqu'au sud du Berry, mais aussi il fait partie des châteaux de la Loire. C'est un très grand château, immense. Voilà. Alors là, euh, le château est là. Ça, et donc, on s'est appuyé pour faire le développement en général, d'ailleurs. On s'est appuyé sur les points forts de ce lieu. Alors, je ne vous montre pas, là, ça, c'est les points clés de l'histoire et, qui sont tous les éléments qui sont typiques et qui nous ont servi pour trouver des activités. C'est toujours pareil, c'est ce que vous expliquait tout à l'heure Aline, c'est que dans un lieu, nous allons dans un lieu pour en saisir les vibrations, pour en saisir véritablement les points qui nous paraissent capitaux au niveau de l'historique, au niveau du paysage, au niveau des bâtiments, bien sûr. Et évidemment, il y en a beaucoup. Dans un grand château comme celui-là, il y a des communs importants. Et puis, beaucoup de points qui sont intéressants, qui sont un oratoire, qui sont une source. Il y a une grande source, il y a beaucoup d'eau, hein, ces endroits-là. Vous avez parlé d'eau tout à l'heure, mais c'est vraiment un endroit où il y a des résurgences énormes qui peuvent gêner aussi. Il y a la maison de la source, par exemple, il y a une basse-cour, il y a la table des seigneurs, il y a la glacière. Tous ces points-là, on les a fait ressortir dans un concept autour des jardins et autour du château et beaucoup de la basse-cour, sachant qu'on avait fait deux business models, un sur un château 4 étoiles et un sur un 5 étoiles. Et je ne sais pas si on peut revenir en arrière sur la définition du château qu'on avait appelé le ressort d'art de vivre à la française parce qu'on voulait faire un endroit avec une école d'art de vivre pour les étrangers. Ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup par rapport à la Chine et au Japon. Et donc, tout l'art de vivre à la française autour de ce château qui donc appartient actuellement à une grande famille de France, qui a appartenu depuis l'origine, puisque c'est un château qui date... et là c'est la partie Renaissance que vous voyez ici, mais de l'autre côté, c'est un château fort. C'est comme en Inde où il y a un côté... c'est trop fort. C'est fini? Voilà. Donc, juste un mot pour le paysage.
on a suivi un petit peu le même chemin que celui que vous avez fait, développé. Et donc, c'était un jardin on a retrouvé des éléments d'archives dans le château, au fin fond d'une commode qui était bien cachée. Et on a retrouvé tous les plans d'archives de tout le paysage du 17e, du 16e, du 17e et finalement du 19e, puisqu'il est maintenant dans une configuration plus romantique et plus à l'anglaise. Et on voulait rétablir un petit peu cet échange, parce qu'en plus, c'est un château qui accueillait des touristes, bien sûr, mais qui accueillait aussi des résidents. Donc, il fallait que les deux populations ne se mélangent pas. Et donc, il fallait trouver des astuces dans le jardin pour justement modeler ces deux choses, ces deux entrées. Voilà. Et juste un mot, on s'était appuyé, ça rejoint un peu ce que vous avez fait aussi. On s'était appuyé sur le fait que dans la famille actuelle, qui a ce château depuis très longtemps, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur ce château, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires. Eh bien, voilà, j'arrête. Oui, oui, oui. Je voulais juste raconter qu'on avait fait justement des jardins, des marchés pour faire fonctionner. C'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, mais comment on peut faire marcher quelque chose d'économique dans un lieu un peu reculé? Et on avait fait des jardins à la thaïlandaise, on avait fait des marchés thaïlandais en profitant d'un cours d'eau qui passait dans le château, qui partait d'une maison qui s'appelle la maison de la Source et qui allait jusque devant le château. Donc voilà, c'était une activité et ça développait des marchés. Ça faisait des marchés qui étaient vendeurs, qui faisaient une halte. C'est tout. Merci. Donc, vous avez compris qu'il y a différentes casquettes dans l'équipe. Et donc, c'est celle qui, dans la conception. Juste pour rappel, on se nourrit de l'esprit du lieu. On approfondit chaque étape du projet, c'est-à-dire on bypass aucune étape. On veille à la place de chacun. Vous avez compris qu'on prend soin de toutes les parties prenantes. On concourt à l'autonomisation de nos clients, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à la fin, les gestionnaires, les propriétaires soient absolument autonomes. Et on prend surtout le temps. Voilà. Question. Justement, le temps moyen de vos accompagnements, j'imagine bien que c'est selon la commande initiale, mais c'est de 1 an. Enfin, quel est le plus court temps, on va dire 6 mois? Alors, on fait des études express, c'est-à-dire que de là, on est interrogé pour faire un go-no-go de je veux acheter ce site, j'ai tel projet, à votre avis, est-ce que je peux y aller? Donc ça, c'est sportif, mais grosso modo, c'est 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire que nous, on vient vraiment là, du coup, à quasiment tous, pour que chacun, on scanne un peu le site et on s'appuie sur nos expériences et on arrive à dire ça va le faire ou ça va pas le faire. C'est très risqué, mais on nous demande sur des temps très courts. C'est arrivé. Et généralement, ça se poursuit. Après, sur Béga, on était juste là pour faire un petit express et après, ça a duré 2 ans. Voilà, parce qu'il y avait la vente. Donc, en fait, ça s'est arrêté que quand ça a été vendu. Quand c'est Tréguier ou c'est Meillan, c'est 2 ans ou 3 ans. 3 ans. Alors, parce que le temps du jardin, effectivement, 15 jours, ça ne le fait pas. Ah non, On est d'accord. Vous avez Des questions sur la démarche et la méthode? Ça ressemble à des choses. Oui, Florence? Alors, moi, je vais revenir sur Tréguier parce qu'il se trouve que je connais très bien ce site des Sœurs du Christ, étant donné que c'est un C'est site. pas le Sœurs du Christ. C'est pas les Sœurs Non, du il y en a 2 côte à côte. Il y a les Sœurs du Christ et là, c'est propriété de la ville. Oui, Et là, c'est les Augustines, c'est propriété du diocèse. d'accord. Et le projet de la ville s'est mené pas du tout Donc, nous, on est resté à l'écoute de ce qui se faisait là-bas parce que ça fait partie de notre démarche. Mais c'est pas du tout le même projet. D'accord. Là-bas, ils ont fait du logement social, ils ont fait un conservatoire de musique, ils ont fait tout un tas de choses. École du cirque aussi. J'ai pensé que vous me présentiez une partie de... Non, c'était Des Sœurs du le Christ. monastère des Augustines. D'accord. L'autre Ok. monastère qui est de l'autre côté. Mais D'accord. notre jardin qui devait devenir un jardin thérapeutique, puisque c'était les aidants et les aidés, donc on Oui. devait faire travailler les gens dans la terre et les faire... Et c'était un des derniers jardins de Tréguier, puisque tout est en espalier, ça descend jusqu'à l'eau. Et la mairesse était tout à fait d'accord, elle trouvait ça formidable parce qu'on faisait des jardins étagés et le dernier était un jardin thérapeutique qui correspondait à l'hospice, puisque
le monastère des Augustines est un hospice. Oui, oui, d'accord. Les Sœurs du Christ aussi étaient Oui. un très grand terrain. Voilà, au lieu de Plus grand, Tréguier. plus grand que Plus celui-là. grand que Plus grand que celui-là. celui-là. Je pensais que vous n'en présentiez qu'une partie. J'ai pas... Non, 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 D'accord. et c'est pas le même propriétaire. Bon, bah, alors, ma question n'a plus lieu d'être. monastère différent. Dans la même ville. Ah, il y avait, Est-ce que Oui, je suis désolée, j'ai été un peu vite en balayant un peu rapidement tous les projets, mais c'était pour montrer les approches. J'espère que quand même ça a été un peu compris. Que, voilà, Mais en la général, démarche a vous été arrivez à faire élargir le regard au-delà de la stricte emprise Oui. qui est celle de la propriété et vraiment regarder la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle du domaine. Oui. Quand le lien au domaine est perdu, comment faites-vous pour le réactiver? Alors, c'est là où on est en équipe, c'est-à-dire c'est pas nous qui réactivons. Nous, on met en place l'écosystème, j'ai envie de dire, et dans notre équipe, s'il y a cette question qui se pose, on la travaillera avec la CMH ou avec l'architecte du patrimoine, on travaillera avec le propriétaire, avec la collectivité, pour voir effectivement qu'est-ce qui a été abîmé dans les limites et comment est-ce qu'on peut essayer de retisser ce lien-là. Mais nous, on a très peu, enfin, on n'est pas, on n'édicte pas une solution. On amène plutôt voilà, une méthode de projet, une méthode d'approche. Oui, je disais, ça se fait avec les partenaires qui, eux, portent ce sujet-là. Donc, l'équipe peut varier. Nous, on est les 4 permanents. Pour ça, on répond aussi à des appels d'offres pour les publics, évidemment. Mais Alors, une dernière question, et puis après, on passera à l'intervenante suivante, sinon vous allez tous partir, et ça serait pas sympa pour elle. Dans l'approche très rapide à 15 jours, Oui. quels freins vous mettez auprès de vos clients pour les avertir sur la temporalité plus longue qu'une analyse de fond est nécessaire pour amener le projet dans ses pleines capacités à terme? Les alertes qu'on peut faire aux clients, 15 jours, c'est vraiment très court, on l'a redit, surtout quand on Ouais. parle du vivant pour un parc. Oui. Et en fait, Non, 15 jours, vous donnez un diagnostic c'est ça. et vous pouvez perdre C'est ça. une bonne- C'est généralement les 15 jours, c'est on n'a pas un rond, voilà, on n'a rien, mais vraiment on a besoin d'aide. Donc quand les gens n'ont rien, ben on dit ben voilà, on va essayer de faire petit et court, mais on intervient pour vraiment répondre à la question. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire un projet du tout. C'est ça la différence. Donc on n'est pas dans le temps long voilà, de l'aménagement d'un jardin, etc. Ouais. On est vraiment, là, prochainement, on part à Bordeaux. On nous propose d'acheter voilà, un hôtel particulier. Moi, je rêve de faire boutique, hôtel, etc. Je ne sais pas du tout si c'est viable. Est-ce qu'on poursuit l'investigation ou est-ce qu'on s'arrête tout de suite? Vraiment, c'est cette question du go-no-go. Ouais, Avant d'acheter. ce qui amène du coup au fait que si cette clientèle qui vous demande un diagnostic rapide n'a pas forcément les moyens de développer une étude approfondie, elle va prendre pour argent comptant cette première intention avec le risque. Non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas à chaque fois faire une étude de 3 mois ou 4 mois, à chaque fois qu'il y a un site qui leur est présenté. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure comment s'est fait le choix du château de Hauteville pour le campus, en fait. Et quelle est l'équipe qui a analysé les autres sites? Parce qu'en fait, c'est ça la question. C'est combien de temps on consacre pour du go-no-go? Et on dit bien aux clients en disant, plus on a un temps court, plus notre réponse, elle est comme ça. Voilà. Donc, mais c'est par étapes qu'on avance. C'est-à-dire, et même quand on fait nos diagnostics, c'est exceptionnel quand, dès la première étape, tous les diagnostics sont faits avec beaucoup d'approfondissement. Non, on peut pas, nos clients ne peuvent pas se le permettre. Donc, on fait l'essentiel et on pilote comme ça l'avancement, de dire, OK, là maintenant, on a vraiment besoin de faire cette analyse, voilà, archéo, etc. Ah, là maintenant, on a vraiment besoin de se renseigner. Et on avance progressivement. Et en fait, c'est ça ce qu'on a développé comme méthode, c'est de pouvoir, pour être toujours au niveau du besoin, de la demande du client, passer la couche qui permet de répondre à la question. Après, on va plus loin. C'est pour ça que ça se transforme après dans des vraies études. Mais c'était pour répondre à la question des différents temps. Ouais. Jeunes opérateurs et de financement. Et on recherche aussi à la fin, c'est ça, des opérateurs. Sur des gros projets complexes où on a multi-activités, on a besoin d'avoir après des partenaires et des investisseurs qui viennent gérer
telle partie pour faire de l'hôtellerie, telle partie pour du médico-social ici, enfin, en fonction du Agricole, schéma général. Voilà, il y a des projets agricoles, des projets industriels, des projets... voilà, peu d'autres. des choses émergent et on va chercher les partenaires qui peuvent les mettre en musique. Merci beaucoup. Merci à vous.